Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Bonjour, bonjour, bonjour. On attend que les autres puissent se connecter. Il est pratiquement 16h31 chez nous ici, là. Toda. Imagina que Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je pense qu'on est légèrement en retard là. Je pense que nos gens se sont connectés déjà, les amis se sont connectés déjà. Bonjour, bonjour. Nous sommes déjà connectés, nous sommes là. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Bonjour. Toda. La carte de la mutuelle de l'année, j'avais demandé de... Tu fais un cours en ligne. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes légèrement en retard là. Est-ce qu'on peut commencer? Nous sommes légèrement en retard. Le temps que les autres puissent se connecter, connectez-vous, on est là.
Non, ça va m'écouter. La machine qu'on fait. Tu avais commencé. Tu avais commencé. Quand la radio est venue, ça avait recommencé. Après, c'était passé. Et puis, je sais pas. Bonjour, bonjour. Bienvenue, mesdames. On va commencer notre programme. Bienvenue, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, sur cette plateforme. Nous vous accueillons depuis le Congo, la RDC, le Cameroun, la Guinée, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Gabon, l'Afrique du Sud, le Costa Rica, le Pakistan et la France. Et s'il y a des pays que nous n'avons pas cités, j'aimerais vous accueillir aussi. Notre thème d'aujourd'hui est le futur est féminin. OK.
avec les femmes représentant plus de 50% de la population africaine. Pourquoi ne sont-elles toujours pas représentées de manière significative, politique et d'affaires? Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Donc, nous allons débattre afin de trouver les solutions, afin de voir comment nous, en tant que femmes, pourrions travailler ensemble, afin de voir comment on peut changer le status quo de la femme au niveau politique, au niveau des affaires et dans d'autres secteurs. Comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions commencer à travailler entre nous? Parce qu'on va le remarquer qu'entre nous, les femmes, on ne se supporte pas. On ne se supporte pas, on ne s'assiste pas. Et ça sera difficile pour nous, en tant que femmes, d'avancer dans les secteurs où on veut, d'être élevés. Si nous-mêmes, on ne peut pas travailler ensemble et élever les autres. Et c'est sur cela que notre débat sera aujourd'hui, afin que nous puissions trouver ensemble des solutions sur ces points-là. Et avant que nous puissions débattre notre thème d'aujourd'hui, je vais donner la parole à Madame la Présidente, afin qu'elle puisse nous introduire, nous autoriser de commencer notre programme d'aujourd'hui. Merci. À vous la parole, Madame la Présidente, Madame Madeleine. Merci. S'il vous plaît, on n'attend pas Madame la Présidente, s'il vous plaît. Elle a fermé son micro. Madame la Présidente, on ne vous entend pas. Merci, merci pour le rappel. Avec la technologie. Merci, merci. Donc, je disais bienvenue à tout le monde, bienvenue tout le pays que Madame Viviane a cité. Et nous sommes honorés de vous avoir sur cette plateforme. Merci, merci pour votre présence. C'est vraiment un honneur de vous avoir. Donc, là, nous sommes en train de parler de la session d'aujourd'hui qui parle du futur et féminin, les futurs et féminins. Avec l'élévation de femmes maintenant que nous voyons à travers le monde, commençant par les États-Unis, le World Trade Organization, nous voyons que les femmes sont en train de venir sur les positions de pouvoir. Mais nous voyons aussi que la majorité des femmes ne sont pas encore parvenues à émerger comme des leaders dans tous les secteurs pratiquement. Donc, en tant qu'Africaine ou même des origines africaines, cette plateforme vous appartient. La plateforme a été mise en place par Leading Women of Africa pour amener ensemble les femmes africaines pour discuter et trouver des solutions aux problèmes qui nous sont particuliers, tels que la sous-représentation de femmes dans les secteurs politiques, la sous-représentation de femmes dans le poste de prise de décision dans les secteurs d'entreprise, la sous-représentation de femmes dans le monde des grandes affaires et aussi, je pense que nous pouvons même nous poser nous-mêmes la question aujourd'hui de se dire, si on parle des affaires, combien de femmes millionnaires africaines nous avons? Combien de femmes? Combien d'entreprises en Afrique appartenant à des femmes emploient plus de 50 ou même 100 employés? Donc, si nous sommes honnêtes à nous-mêmes, nous avons encore un long chemin à parcourir. Et c'est dans des plateformes comme ça que nous pouvons essayer de trouver nos propres solutions. L'Afrique nous appartient tous. Nous sommes comme le maire de ces continents. Donc, nous devons vraiment prendre ces continents-ci avec nos deux mains et voir comment nous pouvons améliorer les conditions de vie de ces continents. Donc, l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, comme nous le savons. Mais pour le moment, nous savons qu'il est même le centre d'opportunités d'affaires. Nous voyons des économies du monde se battre pour accéder au marché africain. Tout le monde se bat pour ce marché-ci. Et qui est ce marché-ci?
c'est toi et moi. Donc, on nous cherche pour que nous soyons leurs clients, pour que nous soyons leurs travailler avec eux. Mais que faisons-nous de nous-mêmes? Et pour nous, les femmes surtout, même dans l'entrepreneuriat, où les femmes ont une représentation quand même significative, mais peu de femmes émergent comme des femmes leaders, dirigeantes de grandes entreprises. Donc, nous avons un long chemin à parcourir. Donc, chères dames, si nous ne militons pas à changer le status quo de nous-mêmes, notre status quo, nous n'allons rien changer. Notre histoire restera la même. Que la femme africaine, elle souffre. Les enfants africains, voici comment ils meurent dans la Méditerranée. Voici les femmes africaines. Voici, on doit les aider. Pourquoi le monde doit nous aider? Tandis que le Seigneur nous a bénis avec toutes les ressources dans ces continents. Donc, tout ce qui nous manque, c'est seulement cette unité-là. La stratégie de comment nous pouvons nous positionner au centre même du développement. Et ici, nous sommes en train de parler, c'est vrai, nous sommes en train de parler en tant que femmes, mais nous ne disons pas que nous n'avons pas besoin d'hommes. Non, non. Nous avons beaucoup d'hommes qui travaillent pour l'avancement de la femme et nous les saluons en passant. Nous continuons à les inviter de nous soutenir. Mais leur soutien n'aura d'impact que si nous-mêmes, en tant que femmes, nous sommes organisés et déterminés à nous soutenir l'une de l'autre. C'est vrai, l'Afrique a 54 ou 55 pays, mais nous partageons une partie des terres communes, les richesses communes et aussi un avenir commun. Donc, je vous invite, mes chères dames, et les messieurs qui nous supportent et qui sont même certains d'entre eux présents avec nous ce soir, je nous invite tous que nous puissions vraiment trouver des stratégies pour que nous puissions vraiment avancer notre cause. Nous ne sommes pas là toujours pour attendre que le Ouest puisse nous aider, que telle l'aide viendra de tel ou tel ou tel. Non. Nous sommes là pour que nous-mêmes, Dieu nous a bénis en Afrique avec des richesses. Nous sommes là. Que pouvons-nous faire pour se soutenir? Même au niveau politique, il y a des femmes qui ont des volontés pour émerger, pour nous représenter au Parlement, pour nous représenter dans des instances le plus haut. Mais est-ce que nous leur donnons notre support ou nos soutiens? Dans les affaires, la même chose. Il y a les femmes qui se battent dans l'entrepreneuriat. Est-ce que nous donnons le support à nos consoeurs? Voilà pratiquement la discussion de cet après-midi. Et je crois que nous allons vraiment nous engager pour que nous puissions avoir quelques solutions à nos problèmes africains. Merci, Madame Viviane. Au revoir. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Oui, c'est la plateforme qu'il faut. Nous, pour tous ceux qui se sont joints à nous, vous êtes vraiment sur la meilleure plateforme afin qu'on puisse tous trouver des solutions. Et ce programme se passe, c'est une session mensuelle et nous avons aussi des sessions B2B et notre prochaine session B2B sera le jeudi 7 octobre de 16h à 18h. Merci beaucoup. Nous revenons sur notre thème d'aujourd'hui. Comme Madame la Présidente a su le dire, oui, il y a des femmes milliardaires dans ce monde. Et qu'est-ce que ces femmes milliardaires font pour assister les autres femmes? Comment on peut faire pour émerger la femme? Comment améliorer le status quo en politique, dans les affaires pour les femmes? Ça, c'est notre thème. Et je pense que le débat est ouvert
les intervenants. Pour ceux qui veulent intervenir, on vous donne 5 minutes à chacun afin que nous puissions débattre sur ça. Les questions sont là et discutons ensemble afin qu'on puisse trouver des solutions sur ce thème. Merci beaucoup. La plateforme est ouverte. Merci. Nous vous écoutons, la plateforme est ouverte. J'espère que tout le monde m'a écouté. Vous pouvez lever vos mains afin qu'on puisse vous donner la parole. Alors, bonsoir tout le monde, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Je me présente, je suis Monsieur John Bianco. Je pense bien que vous m'écoutez. J'œuvre dans les domaines du développement des affaires au niveau de l'Afrique. Évidemment, c'est dans le sens de aider les compagnies qui veulent s'expandre dans les affaires, dans le développement de grands projets, mais aussi des implémentations des entreprises qui veulent bien trouver une partie de l'Afrique comme le lieu de l'expansion. Le sujet d'aujourd'hui, évidemment, comme homme, est un sujet qui nous engage, évidemment, comme hommes africains ou les hommes africains. Cela, c'est parce que l'histoire est devant nous. Quand il s'agit de la place de la femme africaine quant à son émancipation économique. L'homme africain, depuis le temps de nos ancêtres, n'a pas laissé l'espace de l'émancipation économique de la femme. Cela, c'est parce que l'homme s'est cru prendre toutes les responsabilités en lui-même, économiquement, et placer sa femme comme la personne qui reste à la maison juste pour s'occuper de la maison. Bien que la femme reste à la maison, l'homme a aussi oublié que du fait même de rester à la maison, de manager les activités de la maison était en soi-même une grande responsabilité. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme le temps est en train d'avancer, nous nous retrouvons que quand il s'agit de la reconstruction de l'Afrique, l'homme africain seul n'y parvient pas. Pourquoi l'homme africain n'y parvient pas? C'est parce que l'homme a négligé d'amener la femme sur la même plateforme pour se partager des responsabilités. Donc, quand je parle de se partager des responsabilités, cela ne veut pas dire d'entrer en compétition, mais que l'homme africain réalise que la femme a des habiletés intellectuelles, professionnelles, dans tous les secteurs que l'homme peut œuvrer pour amener sa contribution, afin que le problème de la reconstruction de l'Afrique soit une réalité telle qu'on le voit de l'autre côté. Mais l'homme africain n'a pas pensé à cela. Et je pense que c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique, et que l'homme doit participer quand il s'agit à trouver des solutions appropriées pour que le problème du développement de l'Afrique soit une participation de tous, pas seulement de l'homme comme nous sommes en train de le constater. Vous vous souviendrez aussi que pour le moment, l'Afrique, l'Union africaine a lancé l'agenda 2063. Et lorsque vous observez cet agenda, vous verrez que c'est un effort commun qui doit être fait plutôt qu'un effort individuel, un effort individuel de la part de l'homme, parce que la réalité est que lorsque nous devons attendre 2063 arriver et que l'homme africain n'a pas trouvé la femme africaine comme partenaire du développement, croyez-nous que nous allons encore nous attendre plus 63 ans, c'est-à-dire
2063 plus 63, vous voyez que le problème de développement de l'Afrique, le problème de l'émancipation de la femme africaine, le problème de sa participation de l'économique va devenir un mirage. Et c'est en ce sens-là que l'Afrique va se détruire. Parce que vous comprenez, lorsqu'il n'y a pas de développement plus de 100 ans, au-delà de 100 ans, c'est que l'Afrique va se détruire. Aujourd'hui, c'est comme nous sommes réunis, c'est pour trouver des solutions. Donc, le temps que les Africains posent toujours des problèmes a évolué. Donc, c'est pourquoi je salue cette initiative que les dirigeants africains, les dirigeantes africaines se rencontrent pour proposer des solutions, parce qu'à la fin de compte, plus que nous avons des pistes de solutions, plus que nous allons avancer à trouver des solutions. Donc, ce que je suis en train de proposer, c'est quoi? C'est que pour que le problème de l'autonomisation économique de la femme soit une réalité, l'homme doit d'avoir embrassé la réalité que dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui, au XXIe siècle, la femme a évalué pour produire des résultats qu'on peut expecter d'elle dans toutes les circonstances économiques de ce monde-ci. Nous voyons les femmes ingénieures, nous voyons les femmes dans la construction, nous voyons les femmes dans les nouvelles technologies de l'information et communication, nous voyons les femmes dans la politique, nous voyons les femmes dans la science, dans l'économie. Alors, ça, c'est une réalité. Donc, nous devons maintenant nous organiser pour trouver une plateforme à exposer, à donner à la femme pour que la femme intervienne à mettre en pratique toutes ces habiletés qui contribuent à construire notre économie. Et je pense que c'est ça qui, d'abord, comme point numéro 1, demande que nous nous organisons. Donc, et part de cette organisation, c'est qu'il y a un pas qui est fait du côté des femmes, c'est qu'il y a une organisation. Cette structure, par exemple, en elle-même, c'est une part de l'organisation. Les femmes s'organisent. Et lorsque les femmes s'organisent, elles parlent de ce qu'elles ont. Et parce qu'elles savent ce qu'elles ont, maintenant, elles peuvent de manière organisée le présenter aux hommes comme partenaires du développement pour que cela soit inséré dans le contexte pratique, c'est-à-dire au niveau de législation, par exemple, dans des parlements africains. Il faut que des propositions qui viennent des femmes en termes d'émancipation économique soient prises en considération, orientées quelque part, introduites au Parlement, que cela soit un sujet de débat et que de cela, que les réformes s'opèrent. Ça, c'est déjà quelques pistes que nous devons amener parce qu'aujourd'hui, ce sont les femmes elles-mêmes qui se battent pour d'abord entrer au niveau du Parlement. Et quand elles sont au Parlement, le nombre est limité. Vous voyez que ça devient tellement impossible de renforcer leur propre agenda parce que les hommes s'en foutent. Et quand les femmes n'ont pas la majorité, c'est que les agendas que les femmes veulent bien pousser au niveau du Parlement n'avancent pas. Mais la réalité est que lorsque politiquement nous encourageons les femmes d'entrer dans le monde de la politique, de postuler comme des candidates, par exemple, au niveau de députation nationale, et que le nombre de femmes augmente, et qu'il y a un mécanisme d'encouragement de part des hommes qui veulent bien supporter ces femmes-là, vous voyez qu'au niveau des institutions, l'agenda de l'émancipation économique de la femme va devenir une réalité. Voilà pourquoi quand Madame la Présidente parlait, disait que nous devons encourager les femmes dans la politique, c'est parce que l'agenda des femmes au niveau de la politique ne peut être que supporté par les femmes elles-mêmes. Comment est-ce qu'elles vont arriver là-bas si les femmes ne sont pas intéressées à faire la politique? Donc vous voyez que c'est déjà quelque chose que nous devons trouver comme solution aujourd'hui pour encourager nos femmes, encourager nos sœurs, encourager nos filles de s'intéresser dans la politique. Quelqu'un disait toujours que quand vous n'êtes pas intéressé à la politique s'intéressera de vous. Donc c'est dans ce contexte-là que quand les femmes disent qu'écouter la politique ne nous intéresse pas parce que nous sommes des femmes, parce que nous ne sommes pas fortes, parce que nous ne pouvons pas débattre des sujets politiques, la réalité est que la politique s'occupe de vous. La politique vous opprime. La politique est en train de négocier vos termes au lieu que vous-même vous les négociez. Et en réalité, c'est quoi? Les femmes sont très mal payées en Afrique parce qu'elles n'ont pas l'initiative de négocier leur avenir, leur futur politiquement.
Donc, je pense que dans ce sens-là, aujourd'hui, que je voudrais ajouter ma voix pour dire à nos concerts africains, aux leaders femmes africaines, qu'il est temps en Afrique que les femmes s'intéressent de la politique. Il est temps aujourd'hui que les femmes trouvent une structure, trouvent un mécanisme où elles sont en train de comploter sur les compétences qu'elles ont. Et que de ces compétences-là, comment est-ce qu'elles peuvent être structurées pour les orienter vers la politique? Parce qu'on ne va pas dans la politique sans avoir été organisé. Quand on voudrait faire une vraie politique, on s'organise, on est structuré. Et à partir de cette structure, on peut lancer des personnes pour aller défendre ces intérêts-là. Il en est de même dans le niveau, par exemple, des affaires. Nous voulons bien parler de l'émancipation économique de la femme africaine. Mais comment est-ce que ce problème sera soutenu lorsque les femmes elles-mêmes ne sont pas organisées? Et c'est une fois encore le problème que nous avons. Donc, il faut trouver des structures, des femmes qui encouragent les femmes africaines dans les affaires. Et maintenant, quel genre d'affaires? Quel genre d'affaires parlons-nous? Nous ne parlons plus du secteur informel où nous avons, depuis l'indépendance de l'Afrique, nous avons vu la femme en train de toujours travailler dans l'informel et les aides qu'on propose aux femmes, ce sont les $20, les $50. Quand on parle d'aider les femmes dans le contexte global, c'est leur donner $200, c'est leur donner $400 et garder les femmes dans ces contextes-là au nom de faire les affaires, au nom de l'émancipation économique. Ce chemin-là doit s'arrêter. Mais lorsque les femmes s'organisent et que les femmes quittent l'informel pour entrer dans le secteur formel, c'est à ce moment-là que nous parlons de vraie émancipation de la femme africaine. Parce que la femme africaine doit s'asseoir sur la même table que l'homme pour partager les grandes opportunités dans le secteur de l'énergie. La femme africaine doit s'asseoir sur la même table de négociation d'affaires avec les hommes pour partager les mêmes opportunités dans le secteur de l'industrie. Les femmes doivent s'asseoir avec l'homme pour partager les grandes opportunités en termes des infrastructures. Parce que c'est là où il y a des billions qui sont injectés, des millions qui sont injectés et que seuls les hommes forts s'en accaparent pendant que les femmes sont restées en train de vendre des cacahuètes, en train de vendre des chikwang, en train de vendre toutes ces petites histoires que nous voyons que n'aident pas pour que la femme participe à la reconstruction de l'Afrique. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit une fois de plus organisé? C'est que les femmes elles-mêmes doivent s'organiser, se réunir autour des structures qui vont les conduire à exploiter des grandes opportunités. Par exemple, le monde des investissements aujourd'hui. Donc, la femme africaine doit comprendre le monde des investissements. La femme africaine doit se regrouper dans une structure où elles peuvent constituer leur propre capital. Et de ce capital, elles vont commencer à se développer. Parce que lorsqu'on doit attendre que les hommes mettent à leur disposition un capital, un gouvernement d'hommes mette à leur disposition un capital, l'Occident mette à leur position un capital, cela ne viendra jamais. Comme vous pouvez le voir, depuis les années de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la femme a attendu, continue à attendre, cela n'arrivera pas. Mais lorsque la femme stratégiquement se positionne dans une structure qui la place dans un contexte d'investissement où elle-même arrive à réunir son capital, et de ce capital-là, la femme peut se présenter dans des banques pour dire, écoutez, j'ai $20, combien est-ce que vous pouvez m'ajouter $25 pour que je commence à construire mon usine? Je pense que c'est dans ce sens-là que la force économique de la femme va se ressentir. Mais lorsqu'elle n'a rien, on va toujours la demander, qu'est-ce que vous avez dans la main gauche? Et la femme dira, je n'ai rien. Et alors les banques ou les institutions financières diront, parce que vous n'avez rien, nous n'avons rien à vous donner. Donc, voilà pourquoi je suis en train de dire qu'il faut que les femmes se restructurent.
entrent dans le secteur formel, constituent une structure où elles vont commencer à investir. Lorsque la femme commence à investir, lorsque la femme a son capital, lorsque ces entreprises commencent à s'expandre, lorsque la femme a maintenant le retour à l'investissement dans ses mains, c'est à ce niveau-là que le problème de l'émancipation économique de la femme africaine va devenir une réalité. Parce que c'est la femme qui va dicter les termes de son émancipation. Elle va investir, par exemple, pour soutenir les petites et moyennes entreprises des femmes. Et elle va maintenant entrer dans les actions sociales pour commencer à financer les petites et moyennes, de petites entreprises des femmes. Elle va aussi injecter, pourquoi pas même les gouvernements vont venir emprunter l'argent dans les capitales des femmes, dans les fonds des investissements des femmes. Et c'est à ce moment-là que la femme sera considérée comme partenaire égal du développement, et qu'à ce moment-là, l'homme va commencer à respecter la femme africaine dans les habiletés de sa créativité qu'elle a. Donc, voilà une part de solution que... Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. John. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment pour votre apport. C'est vraiment ce qu'il faut. Ce que vous avez dit est totalement réel et c'est ce genre de solution que nous voudrons. J'invite Madame Caroline, la présidente nationale de la nouvelle Chambre de commerce nationale de la RDC, pour une intervention. Merci, Madame Caroline. Bonjour à tous. Moi, je suis Madame Caroline Poncelet-Lokimba. Je suis femme d'affaires et aussi je suis la présidente nationale de la nouvelle Chambre de commerce nationale de la RDC. En tout cas, merci pour la parole et merci pour cette opportunité parce que nous devons parler, nous sommes en train de parler pourquoi les femmes, la population africaine est constituée de 50% des femmes, mais jusque-là, on ne voit pas vraiment des femmes dans le poste de décision, que ce soit dans la politique et dans l'entrepreneuriat. Pour moi, je dirais que tout d'abord, pour commencer l'historique d'abord même de l'Afrique, la femme a été toujours considérée comme une machine à fabriquer les enfants. Donc, elle devait rester au foyer pour s'occuper du ménage, s'occuper des enfants et pas vraiment pour aller avoir le même titre que les hommes. Malgré que nous avons eu les indépendances dans toute l'Afrique, mais ces problèmes restent toujours au centre de plusieurs pays. Et c'est ce qui fait que non, tout d'abord, c'est dans nos subconsciences. À part cela, c'est dans nos us et coutumes. Donc, on a toujours préféré mettre l'homme à l'avant et que la femme devait toujours rester en arrière. Mais nous avons vu au fil du temps, par exemple, ici en RDC, il y a eu des femmes qui sont universitaires, mais il n'y avait pas eu vraiment un pourcentage élevé. Et par exemple, à la Deuxième République, le président Mobutu avait même fait à ce que nous puissions avoir l'émancipation de la femme. Mais nous n'avons pas capitalisé ces points-là. Et les femmes n'ont pas pu capitaliser ces points-là. Mais depuis le multipartisme, c'est-à-dire depuis les années 90, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et aussi dans la politique. Mais l'impact ne se sent pas pourquoi les femmes ont fait juste l'entrepreneuriat, soit ou bien ils ont fait l'entrepreneuriat ou le commerce ou bien des subsistances. Donc, elles ne voyaient pas plus loin. Mais nous allons voir que la majorité des femmes se sont lancées dans de petits commerces, des commerces où ils ne faisaient pas des commerces d'ambition. Ils ne voyaient pas grand, ils se disaient, je fais des commerces parce que, par exemple, mon mari n'a pas de travail. Ils ont juste fait quelque chose pour pallier à des petites solutions. Alors, il fallait que nous puissions
essayer de voir comment voir grand. Et les femmes qui se sont lancées vraiment en politique, c'était seulement pour être là comme des militantes, mais la peur peut-être de se lancer dans des grandes décisions. Je salue aujourd'hui qu'au niveau de mon pays, nous avons quand même la montée, elle est vraiment significative. Nous voyons des femmes maintenant se lancer dans la politique. Aujourd'hui, nous avons 27% des femmes dans la prise, dans le gouvernement actuel, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si nous regardons la population congolaise, nous sommes 52% des femmes. Et si nous regardons les chiffres, nous sommes à 0,0, même pas 5%, même pas 1% des femmes qui sont dans la décision. Et même dans l'entrepreneuriat aussi. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est premièrement, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est essayer de former les femmes. Former les femmes de voir comment gérer leurs entreprises et aussi former les femmes de voir un peu plus grand. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est quoi? C'est essayer de voir le fait que les femmes n'ont pas de moyens, n'ont pas assez de moyens. En regardant les statistiques, on trouvera qu'il n'y a pas même 1% d'entreprises de femmes qui ont de grands capitaux, donc qui emploient plus de 100 employés. Il n'y en a pas assez. Et pour renverser ces tendances, parce que d'abord au niveau de nos banques, on n'a pas accès au financement par manque de garanties. On n'a pas accès au financement par manque de garanties et aussi par manque aussi de connaissances. Il y a des investissements et tout ça, mais les femmes ne sont pas informées. Et aujourd'hui, nous avons même l'outil numérique ici, la technologie, c'est la magie aujourd'hui, la technologie numérique, mais les femmes ne s'en servent pas parce qu'elles ne sont pas informées. Elles ne savent pas comment utiliser cet outil numérique. La meilleure des choses, d'abord, c'est former les femmes, avoir des programmes de formation, les programmes de sensibilisation et aussi les programmes que nous devons aussi, c'est que les femmes puissent se fédérer. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas travailler seul, de peut-être promouvoir l'économie sociale et solidaire, une économie que je trouve que c'est une économie du lendemain, une économie qui va faire à ce que les femmes puissent devenir fortes. Parce qu'en travaillant seul avec toutes les conditions, avec tout ce qui est, avec tout ce qui se passe et avec toutes les problématiques, ça sera difficile que les femmes puissent émerger. Mais si les femmes se regroupent, se mettent ensemble avec l'objectif d'être plus forte, ça pourra aider aujourd'hui que nous puissions parler des femmes fortes en Afrique. Mais si nous nous laissons seulement travailler tout seuls, c'est bien, mais c'est mieux que les femmes se mettent ensemble pour pallier à des solutions et se mettre ensemble pour l'émergence de l'Afrique. Par rapport à la politique, je pense que les femmes doivent oser aller plus grand, ne plus accepter d'être servies, d'être de marche-pied pour les hommes. Parce que quand nous rentrons en politique, vous verrez que les femmes, il y a beaucoup de problématiques. Les femmes, quand tu émerges dans la politique, c'est toujours la même femme qui vient pour te dire peut-être elle est sortie avec cet homme, c'est pourquoi elle est promue ou bien des trucs comme... Et les hommes n'arrêtent pas de faire des harcèlements au niveau de la politique pour donner des postes ou bien et les femmes doivent vraiment rester fermes et comment briser la peur, parce que c'est la peur qui fait à ce que au niveau de la politique, c'est dit, moi, qu'est-ce que je peux donner comme ça. Même dans les débats politiques, on trouve aujourd'hui, on verra que c'est plus de hommes qui sont là pour intervenir, pour défendre leur parti politique, mais le pourcentage de la femme n'est pas vraiment ressenti. Donc, il faut vraiment au niveau même de la politique former les femmes dans le leadership, faire vraiment des campagnes de sensibiliser les femmes et vraiment, je pense que peut-être on pourra encore intervenir. Je laisse aussi la parole à d'autres personnes. Merci beaucoup, Madame Caroline. Merci beaucoup. Oui, vous l'avez bien dit. On retient tout ce que vous avez dit afin que nous puissions avancer et qu'il y ait le changement, sensibiliser la femme et aussi donner l'information à la jeune fille qui est en train de grandir pour que leur futur aussi soit différent.
Je vais inviter maintenant Madame Edwige, journaliste politique spécialisée en relations internationales. Merci beaucoup, Madame Edwige, vous avez la parole. Madame Edwige. Merci beaucoup. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bienvenue. Allô, allô? Voilà. Nous vous entendons. Merci, bienvenue. Merci de me donner la parole. Merci de me donner la parole. Alors moi, c'est vrai que j'ai réfléchi pendant longtemps que nous, femmes, nous devons changer les choses, non seulement au niveau économique, mais aussi au niveau politique. Et donc, moi, c'est pour ça qu'après avoir fait des études de relations internationales, je me suis lancée dans le journalisme politique et puis j'ai pris à bras le corps certaines choses et puis j'ai créé en Côte d'Ivoire un parti politique qui est République fraternelle. Alors, je peux vous dire que c'est pas évident parce que c'est vrai que les femmes ne sont pas nombreuses en politique, mais ce qui est bien, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on fait quand même une part belle à la femme. Et moi, dans mon parcours de présidente de parti, de donner notre point de vue. Et donc c'est bien. Maintenant, concernant la femme en général, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de programmes. Bon, les femmes africaines, il y a un taux important de mortalité au niveau de la femme africaine lors des accouchements. Donc ça, c'est important. Et pour certaines femmes à qui j'invite justement de se lancer en politique, parce que faire de la politique sans peser sur les décisions du pays, à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour que les femmes qui accouchent, c'est un problème récurrent en Afrique, puissent ne pas mourir en donnant la vie. Donc voilà, j'emboîte aussi le pas par rapport à l'intervention, la première intervention du monsieur qui a tout à fait raison en disant que si nous ne faisons pas la politique, c'est la politique qui se fera à notre place. Ici, en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan, j'invite toutes les femmes africaines à se lancer vraiment en politique parce que ce sera vraiment un point important pour elles, pour qu'elles puissent se prononcer, qu'elles puissent peser. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à vous. Merci pour cet apport. Et j'aimerais demander aux intervenants qui sont là, pour ceux qui nous ont suivis et qui ont écouté le débat et vos points de vue, j'aimerais demander à nos intervenants qui sont là, par rapport à tous les messages, tous les points de vue que vous avez suivis sur le débat que nous sommes en train de faire ici, là, les solutions, les conseils, ce qu'on peut appliquer. Vous, en tant qu'homme, ça c'est une question que je pose aux hommes, vous, en tant qu'homme, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux femmes afin qu'elles puissent être à mesure de travailler ensemble et émerger? Et en tant que femme, je pose cette question à nous les femmes. Pour d'autres femmes, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour que nous puissions être unis afin que nous puissions avancer? Merci. Je donne la parole aux internautes. Vous pouvez lever les mains afin que on puisse vous donner accès à la parole. Merci. Merci. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, vous avez la parole. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, on est en train de parler des solutions sur l'émergence de la femme, sur le futur de la femme. Comment on peut émerger, comment on peut faire pour avancer afin que la femme puisse occuper des postes raisonnables dans la société.
Alors, bonsoir à tout le monde. Je salue Madame la Présidente et je salue également Madame la Présidente, ma présidente d'ailleurs, Madame Elvis Sousa. Moi, je suis Ouattara Daouda, je suis le secrétaire général de République fraternelle, le parti dirigé par Madame Elvis Sousa. Alors, je travaille avec elle et je me bats aussi pour que les femmes soient quand même respectées et soutenues par les hommes partout dans le monde entier et surtout en Afrique, dans notre pays. Alors, nous sommes encore jeunes, voilà, et elle est venue en Côte d'Ivoire, elle a considéré la jeunesse également, son combat est orienté vers la jeunesse et la femme surtout. Donc, nous, on est content de la voir parmi ici et nous sommes prêts à la soutenir. Bon, pour commencer déjà sur la question, vous demandez comment faire pour que les femmes puissent évoluer un peu en Afrique. Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a des choses qu'on doit considérer. Ici en Afrique, il y a des craintes au niveau des relations entre les hommes et les femmes. Les craintes sont situées où? Parce que vous savez que les femmes étaient considérées depuis longtemps comme des personnes qui doivent rester au foyer pour s'occuper des enfants. Et ce côté-là, il faut d'abord travailler dessus. Il faut comprendre que le monde a beaucoup évolué. Et on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Et quand on ne peut pas revenir en arrière, il faudra travailler maintenant pour ça, pour créer une nouvelle relation entre la femme et l'homme. Et comment arriver à faire cela? Moi, je pense que les femmes doivent d'abord accepter d'être éduquées. Il ne faudrait pas céder à la facilité. Il faut accepter d'être éduqué. Il faut aller à l'école. Il faut accepter d'aller loin comme les hommes le font. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui ne peut pas faire des choses. C'est pourquoi nous demandons à ce que les femmes soient bien éduquées autant que les hommes. Comme ça, on peut vous confier des responsabilités. Voilà, ça c'est le premier point, l'éducation. Voilà. Deuxième point, il faut enseigner aussi, il faudra que les femmes se rencontrent régulièrement pour discuter des questions de foyer. Comment gérer le foyer et l'entreprise, le foyer et la politique. Parce que les hommes craignent beaucoup les femmes à ce niveau-là aussi. Parce qu'une femme qui entreprend, déjà a beaucoup de choses. C'est-à-dire que non, si elle sort, voilà ce qu'elle va faire. Voilà. Donc, il faudra amener les femmes aussi à maîtriser ces questions-là entre elles et leurs différents maris, ainsi que la gestion des enfants. Parce qu'il ne faudra pas oublier les enfants aussi. C'est pour eux que nous travaillons également. Et donc, il faut considérer ce deuxième volet aussi. Donc, j'ai parlé de l'éducation. Les femmes doivent accepter d'aller à l'école, de se forger aussi pour faire comme les hommes. Voilà. Deuxième point, il faut que les femmes se donnent des conseils pour bien maîtriser ses foyers, c'est-à-dire les questions de plan. Troisième point, il faudra qu'elles s'intéressent à la politique aussi, parce qu'elles ne peuvent pas rester à la maison pour prendre des décisions qui vont impacter le monde. On ne peut pas rester seulement à la politique aussi pour prendre des questions qui vont impacter le monde. Il faut aussi être dans la politique. Et c'est d'ailleurs quoi? Il faut aussi être bien éduqué. Comme ça, vous pouvez avoir des places au niveau des politiques. Parce que la femme aussi a des métiers, c'est pourquoi elle arrive d'ailleurs à gérer sa famille. Même en situation difficile, souvent, il y a des femmes qui arrivent à aider les maris jusqu'à ce qu'il arrive à se remettre au niveau de ses affaires. Ça veut dire qu'elle est quand même capable de faire d'apporter quelque chose. Donc, les solutions sont l'éducation. Il faut rencontrer une jeune fille, leur parler du futur, de ce qu'on veut des femmes demain. Et aussi même au niveau des étudiants, de l'ensemble même des étudiants africains, il faudra qu'ils comprennent que l'entrepreneuriat va rester vraiment longtemps comme une solution importante au problème de l'emploi. Il ne faudra pas qu'ils pensent que des gens vont venir et un président viendra et puis créer de l'emploi des instances non, ce n'est pas possible. Donc, il faut d'ailleurs travailler sur l'ensemble même des jeunes pour qu'ils comprennent les enjeux qui les attendent dans les années 50 comme ça. Et donc, c'est maintenant qu'il faudra commencer parce que personne ne le fera à notre place. Moi-même, je suis jeune et avec ma présidente aussi, j'ai compris. Vraiment, vous êtes nos mamans, nous allons parler sur ces questions-là. Je vous remercie tout le monde, tous les garçons aussi qui ont accepté de vous suivre.
Merci beaucoup pour votre apport, merci beaucoup pour votre contribution sur le thème. Je vais repartir vers Monsieur John et je m'aimerais demander à Monsieur John, ma question est à Monsieur John parce que c'est un homme. Qu'est-ce qu'il pense qu'en tant qu'homme, eux, ils peuvent faire pour encourager nous, les femmes, à travailler ensemble? Comment eux, ils peuvent le faire? Comment eux, ils peuvent nous encourager à travailler ensemble? Parce que de nous-mêmes, c'est difficile d'approcher une autre femme et aller collaborer avec elle. Souvent, ce sont les hommes qui nous unissent, qui font que nous puissions travailler ensemble. Qu'est-ce que M. John peut nous dire sur ça? Qu'est-ce qu'il peut nous conseiller sur ça en tant que femme? Merci, M. John. Oui, madame, pour votre question, en tout cas, c'est une question tellement difficile à répondre parce que, évidemment, c'est une question qui met les hommes, qui place les dos des hommes contre le mur, évidemment. Mais s'il faut répondre d'une manière pragmatique, telle que moi-même je le suis, je pense bien que tout commence au niveau de la famille. J'ai toujours dit quelque part que les femmes africaines modernes doivent apprendre à faire un bon choix de mari. Ça c'est ma philosophie. Pourquoi je dis cela? Lorsque la femme choisit un homme, au-delà de l'amour, mais un homme qui comprend sa vision, un homme qui comprend la vision de la femme, un homme qui comprend de purpose, comme nous disons en anglais, je ne connais pas le mot purpose en français. Donc, l'homme qui comprend la vision de la femme qu'il a épousée, l'homme qui comprend la mission de la vie, la mission de la vie de la femme qu'il a épousée, et que la femme en fait de même. Ce sont ces hommes et femmes que nous avons besoin pour l'Afrique moderne. Vous voyez? Mais lorsque, au niveau même du choix de partenaires, vous épousez par exemple un homme qui ne comprend pas votre vision comme femme moderne africaine, c'est là où le problème commence. C'est là où le problème commence. Lorsque une femme a un mari qui ne comprend pas le contexte de l'autonomisation de la femme, croyez-moi que nous allons encore rester dans ce contexte-là. Voilà, c'est pourquoi j'encourage d'abord les femmes au niveau du choix de construire son foyer. En tout cas, la femme doit ouvrir tous les sens pour comprendre quel genre d'homme elle veut épouser. Est-ce que c'est un homme qui va supporter sa vision? Est-ce que c'est un homme qui va l'aider dans l'accomplissement de ses objectifs? Est-ce que c'est un homme qui va comprendre qu'elle peut aller dans des réunions d'affaires et revenir parce que c'est dans un cadre, par exemple, de son expansion dans des contextes de politique ou dans les contextes économiques? Ça, c'est d'abord le commencement. De deux, nous aussi comme les hommes, vous voyez que nous devons donner la place à la femme, laisser la place à la femme d'être ce qu'elle est. Parce que si nous ne le faisons pas, les autres personnes ne vont pas le faire. Mais lorsque nous, les hommes, au niveau de votre propre foyer, vous comprenez que votre femme est avocate, par exemple, ou femme d'affaires, par exemple, ou dans la politique, vous allez aider cette femme-là au lieu de la compliquer. C'est-à-dire s'asseoir avec la femme, négocier avec les femmes les termes de ses engagements, trouver un emploi de temps où vous autorisez la femme à dire, écoutez, pendant ce temps ici, allez œuvrer pour la mission de votre autonomisation et moi, je vais rester avec les enfants. Moi, je vais vous aider en écrivant vos projets. Moi, je vais vous aider en communiquant, par exemple, vos messages. C'est ça, c'est le genre de partenariat qui doit déjà commencer au niveau de la famille. Donc, c'est dans ce sens-là que j'appelle aux hommes africains de créer l'espace où ils vont se dire à eux-mêmes, je laisse par exemple 4 heures du temps à ma femme d'être ce qu'elle est pour accomplir ses objectifs
professionnelle, d'affaires ou politique et que vous l'assistez. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je crois que les hommes doivent s'ouvrir au niveau de la famille. Parce que quand on s'ouvre au niveau de la famille, on laisse la femme œuvrer dans ce sens-là. Au niveau, par exemple, des entreprises, ces gens-là vont dire, écoutez, parce que ça commence au niveau de la famille, pourquoi au niveau des entreprises, nous ne pouvons pas le faire? Au niveau même de la politique, au niveau de législation, nous allons voir que ça sera un progrès qui va se faire. Je vais terminer en disant ceci. Vous savez que les hommes sont déjà conscients. Les hommes africains sont déjà conscients que la femme doit s'émanciper. Mais c'est la femme elle-même qui doit pousser les hommes, convaincre les hommes pour que les hommes puissent lâcher cet espace-là. Voyez, c'est pourquoi je suis en train de dire, pour encourager les femmes aujourd'hui, leur dire que la question aujourd'hui en Afrique n'est plus qu'est-ce que nous allons faire pour les femmes. La question aujourd'hui n'est plus qu'est-ce que nous allons faire pour les femmes. Avant, c'était les institutions du monde se rencontrent pour dire que ferons-nous pour la femme. L'organisation de l'unité africaine va s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour les femmes. Les hommes eux-mêmes disent qu'est-ce que nous allons faire pour la femme. Cette politique-là n'a pas aidé la femme à s'épanouir. Alors la nouvelle formule, c'est quoi? C'est que la question est que ferons-nous avec la femme? Que ferons-nous avec la femme? Lorsque vous dites que ferons-nous avec la femme, vous appelez la femme, vous considérez la femme comme votre partenaire. Vous voyez? Et avec un partenaire, on peut faire des merveilles. Mais lorsque la femme est comme une personne, une handicapée qu'on doit aider, nous n'allons pas achever quelque chose. Donc, les hommes ont compris que avec les femmes, nous allons construire l'Afrique. Mais est-ce que les femmes comprennent cela? C'est maintenant, au niveau des femmes, de comprendre cet appel-là, de rejoindre les hommes, afin que ce partenariat-là devienne une réalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que c'est ça que je peux vous donner comme initiative pour le moment. Merci beaucoup, M. John. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces réponses-là et ces encouragements. Oui, Madame Caroline, vous avez la parole. Vous avez la parole, vous avez la main levée. Madame Caroline? Elle est en train de se joindre, on dirait qu'elle n'est pas encore là. Oui, je suis là. Ah, ok. OK. Vous avez la parole? Okay. Oui, merci encore pour la parole. J'aimerais ajouter ceci par rapport aux problématiques pour les hommes, par rapport aux hommes. Ici, nous sommes en train de parler des hommes. Si nous parlons des hommes aujourd'hui, nous allons voir que c'est les hommes qui étaient vraiment au centre de problèmes entre les femmes par rapport à la rivalité. Vous trouverez qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, le fait qu'un homme peut épouser plusieurs femmes dans d'autres pays, mais ici en RDC, on nous oblige d'avoir un seul homme et une seule femme. Mais en dehors de ça, on trouvera qu'il y a des hommes qui ont plusieurs maîtresses, plusieurs concubines. Ça fait que les femmes sont rivalisées. C'est-à-dire quand vous voyez une jeune femme venir dans la politique et que votre mari est le président, vous commencez directement à rivaliser. Nous devons casser ces stéréotypes, donc conscientiser les femmes de se dire que non, que nous puissions respecter le ménage des autres. C'est-à-dire quoi? Vous voyez que votre sœur ou bien votre grande sœur, votre tante ou bien votre amie ou je sais quoi, a cet homme-là qui est déjà avec lui, respecter cela et puis pour que nous puissions nous sentir à l'aise. Vous voyez, ce qui nous casse aussi en tant que femmes, c'est cette rivalité-là. Et cette rivalité-là vient d'où? Vient des hommes. Parce que quand nous regardons que, dès le départ, l'homme était considéré comme, je peux dire entre guillemets, un dieu qui pouvait prendre 1000 femmes comme ces femmes. Il pouvait avoir 5 femmes dans une même maison. Les femmes devaient, comment dirais-je, se taire et ne rien dire. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand nous voyons une femme à la tête, les femmes n'arrivent pas à même à élire l'autre femme, même si elle a un bon programme, même si elle vient dans la politique, il y a toujours cette rivalité-là. Pour arriver à casser cela, en tout cas, nous devons beaucoup travailler en tant que femmes leaders, de conscientiser d'abord la génération future
de savoir que non, il faut respecter les relations des autres. Il ne faut pas, parce qu'aujourd'hui, au niveau de pays sous-développés, parce qu'il n'y a pas d'assistance sociale, il n'y a pas l'assistance sociale, il n'y a pas, comment je vais dire, la prise en charge médicale de toutes les femmes. Par exemple, nous prenons dans des pays développés, vous trouverez qu'on prend en charge les femmes qui accouchent, les enfants sont pris en charge, il y a l'assistance maladie, il y a toutes ces choses-là qui épargnent un peu les femmes à courir derrière les hommes mariés, par exemple. Mais vous verrez ici en Afrique, les familles, les parents eux-mêmes peuvent aussi autoriser à la femme de se marier ou d'être maîtresse d'un homme marié. Allô? D'être la maîtresse d'un homme marié parce que épargner financièrement, peut-être tu vas payer les études pour tes frères. Tout ça, ça bloquait déjà la subconscience des femmes au niveau de l'Afrique. Ça bloquait la subconscience des femmes au niveau de l'Afrique. Le fait que l'homme pouvait avoir 10 femmes, 5 femmes, 4 femmes, autant de femmes, ça rivalisait déjà les femmes. C'était un problème aussi clé. En dehors des autres problèmes que nous pouvons citer à présent, la manque d'éducation, des formations, tout ça aussi, le fait que la femme s'est considérée toujours, on l'a considérée toujours comme une machine à avoir des enfants, devait toujours essayer derrière et tout ça. Mais pourtant, dans la femme, il y a beaucoup de potentialités. Dans la femme, il y a beaucoup de choses qu'elle peut apporter, des solutions que la femme peut apporter. Il faut que nous, d'abord, en tant que femmes, nous puissions casser ces stéréotypes-là. Nous puissions vraiment même pas nous aimer, même pas quelque chose comme ça, mais nous comprendre que ce qui a fait que nous puissions arriver à tous ces points-là, c'était ce qui nous a été imposé. C'est quelque chose qui nous a été imposé de le bas âge. Dans nos subconsciences, déjà, nous avons été travaillés comme ça, nous avons été éduqués comme ça, nous avons été, et quand nous devenons grands, et c'est ce qui fait que non, il y a toujours ces liens-là ou ces enseignements-là qui restent gravés en nous, et c'est ce qui nous fait qu'on n'arrive pas à donner les meilleurs de nous, on n'arrive pas peut-être à lâcher, à donner le meilleur de nous et aussi aller de l'avant. Et c'est ce qui marque le pas, ceux qui prennent conscience de ces faits-là sont aussi combattus. Donc, nous devons vraiment sensibiliser la jeune fille d'aujourd'hui qui pousse puis tomber à ces mêmes erreurs-là et aussi conscientiser celles qui se sont déjà lancées, donc les femmes qui sont leaders, de aussi continuer à mobiliser et à éduquer les femmes pour que nous puissions avoir un avenir meilleur. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons, si le mari meurt, avec tous, il y a toujours les retombées, il y a toujours des problèmes qui continuent à exister. Vous trouverez qu'un homme qui avait toutes ces femmes-là, à sa mort, les problèmes continuent aussi à persister. Et tout ça, c'est autour de la femme. Donc, cette femme-là doit prendre conscience. La femme doit se relever et prendre vraiment son destin en main. Parce que nous savons que si les femmes, je le répète toujours, si les femmes se mettent debout aujourd'hui, ça sera vraiment le développement de toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous voyons que les hommes nous ont donné tout ce que nous ont donné là, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose, c'est quoi? C'est la femme. Parce que nous avons été créés pour se compléter. Dieu n'a pas été bête de faire à ce que nous puissions exister, l'homme et la femme. Dieu n'était pas bête pour que nous puissions être là dans ce monde. S'il nous a mis ensemble, parce qu'il savait que nous devons jouer un rôle complémentaire. Et les hommes doivent l'accepter et qu'il cesse vraiment de nous diviser de foi. Merci. Merci beaucoup, Madame Caroline. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. Et j'aimerais ajouter aussi de mon côté que oui, ce qui fait aussi que parfois, nous, en tant que femmes, nous puissions avoir des problèmes pour avancer, surtout en Afrique, parce que c'est comme un challenge qu'il y a là lorsque la femme se lance dans des affaires. Plus précisément, on a l'impression que la femme est en train de
de compétir l'homme maintenant. Et pour la plupart des femmes qui se sont vraiment lancées dans les affaires, qui n'ont pas été soutenues par les hommes, vous allez remarquer que au moins les femmes qui rentrent dans les affaires et qui sont vraiment déterminées dans les affaires, il y a 90% de chances qu'elles puissent perdre leur foyer parce qu'elles sont en train d'émerger. Et c'est sur ce point-là souvent que, comme l'a dit M. John tantôt, savoir comment, avec qui être et être avec quelqu'un qui va encourager, par exemple, votre vision, qui va vous aider à émerger. Et là, je vais donner la parole à Madame Edwige. J'aimerais demander à Madame Edwige, par rapport à ces situations qui arrivent lorsque la femme émerge et que ça entraîne parfois le divorce, où la femme est obligée d'abandonner ses projets parce qu'elle a peur de perdre son foyer ou de ne plus être dans la politique, parce qu'elle sera jugée par la population ou la famille. J'aimerais demander à Madame Edwige si elle peut nous donner son avis ou des conseils, disons, comment est-ce que la femme pourrait balancer le foyer et le travail pour éviter tous ces plans-là. Merci, Madame Edwige. Oui, merci. Merci, Viviane, de me donner la parole. Moi, je parle de politique parce que j'y suis quand même, j'ai quand même un pied dedans. Et donc, je pense qu'il faut conscientiser la femme et il faut que la femme puisse allier son rôle de femme politique avec son rôle de femme de foyer, de mère et d'épouse, parce que il est bien vrai qu'on vise des postes à haute responsabilité, mais la femme, c'est aussi la matrice de la nation. Et donc, c'est par elle qu'il y a l'enfant et c'est elle qui est aussi éducatrice. Et donc, à ce niveau-là, il ne faut pas que la femme oublie son rôle de mère et son rôle d'éducatrice, parce que ça, c'est très, très important. Et donc, justement, en politique, moi, je porte un projet politique qui consiste à mettre la femme au cœur de la vie, au cœur de la société. Et aussi, je responsabilise la femme en tant que mère parce que c'est elle qui porte l'enfant. Et on a constaté au niveau de l'Europe que lorsque la femme est enceinte et qu'elle porte son bébé, elle a tous les pouvoirs de faire en sorte que son enfant puisse être soit un génie, soit quelqu'un qui ne soit pas intelligent. Parce que on a remarqué que tout ce que vit la femme pendant sa grossesse, eh ben, l'enfant le vit avec elle. Et donc, au Brésil, par exemple, on a constaté que les femmes travaillaient beaucoup sur la beauté quand elles étaient enceintes. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que les enfants qu'elles mettaient au monde, eh ben, étaient des enfants très, très beaux. Et donc, de la même manière, la femme qui fait de la politique peut aussi être consciente de ça et surtout porter un message au niveau de toutes les femmes en leur disant que ce sont elles qui ont l'avenir de l'humanité en main et que ce sont elles qui peuvent faire de l'homme un génie ou alors un être qui a des tares. Et donc, ça, c'est important. Et donc, concilier politique et concilier famille, je pense que c'est le maître mot qu'on doit donner. Et donc, vraiment, moi, au niveau politique, c'est vraiment mon cheval de bataille. Ça veut dire vraiment remettre la femme au cœur du dispositif sociétal en lui disant que c'est elle, en fait, qui met les enfants au monde et que c'est elle qui peut créer des générations futures qui seront des générations intelligentes. C'est elle qui fera des hommes intelligents, des femmes intelligentes. Et donc, ça, c'est pour moi un vecteur d'une nouvelle civilisation africaine. Donc, moi, je porte un petit peu ce message-là au niveau politique et en termes scientifiques, on appelle ça la galvanoplastie spirituelle. C'est-à-dire que la femme, eh ben, quand elle est enceinte, elle peut faire des merveilles en ayant de bonnes pensées, en mangeant bien, en se comportant bien, en lisant, même en faisant du piano, parce qu'on a remarqué que les femmes qui étaient portées vers la musique, et ben, quand elles mettaient au monde, et ben, plus tard, on se rendait compte que les enfants avaient une habilité à la musique et faisaient des êtres qui étaient des chanteurs ou des musiciens hors pair. Il y a des femmes qui aiment beaucoup tout ce qui est scientifique. Quand elles sont enceintes,
elles développent ces qualités au niveau scientifique et quand elles mettent des enfants au monde, plus tard, on a remarqué scientifiquement parlant, hein, ce ne sont pas des théories, on a remarqué scientifiquement parlant que ces femmes-là, eh ben, plus tard, leurs enfants étaient des scientifiques hors pair. Et donc, associer femmes politiques et femmes et épouses et mères à la maison, eh ben, c'est un trait d'union, je pense, qui n'est pas indissociable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Edwige. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Je donne aussi la parole au public. On a besoin de votre avis. On a besoin de l'avis du public sur cette question. La question qui est sur le point de comment la femme peut balancer le foyer et le travail, afin qu'on puisse trouver des solutions, parce que souvent, c'est le point où les hommes nous condamnent, où la société nous condamne lorsque la femme veut émerger. Nous donnons la parole au public. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, je vous en prie, vous avez la parole. Vous pouvez lever les mains, s'il vous plaît, le public. On a besoin de votre intervention, s'il vous plaît. On a besoin de votre avis, le public, s'il vous plaît. Car c'est sur ce point où souvent les femmes sont condamnées, où on se dit que lorsque la femme est élevée, elle est émergée, ou elle est dans la politique, elle va devenir différente, ou elle devient dominante vis-à-vis de l'homme, ou elle n'a plus de respect. Et c'est souvent sur cela que nous sommes condamnés. On a besoin de l'avis du public si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur cette question-là. Merci. Il y a deux mains, il y a Madame Nendaka et Madame Georgette. Donc, l'une d'elles peut commencer. Je vois Madame Nendaka est déjà... Et bonjour tout le monde. Je donne la parole à Madame Nendaka. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Nendaka Tebapa Galiza. Je suis avocate au barreau de Kinshasa Matete. Je voudrais répondre à la question que vous avez posée, la toute dernière. Comment la femme peut concilier le foyer et le travail? Bon, pour moi, ce que je veux d'abord dire, c'est que la femme doit aimer ce qu'elle fait. Donc, elle doit aimer son foyer et puis elle doit aussi aimer son travail. Si elle aime son foyer et son travail, elle va bien concilier les choses, elle saura s'organiser. Donc, c'est-à-dire que l'amour du travail et du foyer va faire en sorte qu'elle s'organise, qu'elle planifie bien les choses et elle saura, ça ne sera pas difficile pour concilier. Mais si on n'aime pas son foyer ou bien le travail, il aura un déséquilibre. Donc, la balance va aller d'un seul côté. Si on aime plus le travail, la balance va aller du côté de travail. Si c'est plus le foyer, la balance va aller du côté du foyer et la femme ne va pas produire de bons résultats au travail. Et si c'est le foyer, elle va pas produire de bons résultats au travail. Et si c'est le travail qu'elle aime, elle n'aura pas le temps d'éduquer ses enfants, de s'occuper de ses enfants, d'aider ses enfants à faire le devoir, parler avec ses enfants, tout ça. Donc, pour moi, pour concilier, c'est d'abord l'amour de ses enfants, parce que la mère, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui donne aussi l'éducation, qui transmet l'éducation aux enfants. Si elle abandonne et qu'elle se donne plus au travail, elle va produire des délinquants. On a vu des gens qui ont émergé dans la vie, mais ils ont produit des délinquants et peut-être même pendant leur vie déjà, ils ont eu des enfants fumeurs de chambre, des enfants qui n'écoutaient pas et après leur mort, c'est la catastrophe, des enfants qui se battent pour l'héritage, l'héritage qui va en éclat quelques mois seulement après la mort des parents parce que les parents n'avaient pas eu le temps de concilier le foyer avec le travail. Donc, comment concilier, aimer, avoir le temps, pouvoir s'organiser. Et cet amour-là
va faire en sorte que vous poussez, quand vous portez les deux, hein, c'est-à-dire le foyer et le travail, vous allez bien vous organiser. Donc moi, je pense que ce qui compte vraiment dans tout ça, c'est l'amour de sa famille et l'amour de son travail. Je finis, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je donne la parole à Madame Nendaka Georgette. Merci. Merci, Madame Georgette. Vous êtes avec nous? Madame Georgette? Si Madame Georgette n'est plus... Je suis là. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de m'avoir accordé la parole. C'est Madame Georgette Bandefou. Je suis actuellement à Kinshasa. J'habite en Afrique du Sud. Je suis experte en développement et présidente d'une ONG. Je voulais dire à ce propos, pour la dernière question, pour concilier le travail et le foyer. Moi, je pense que souvent, c'est un préjugé parce que l'homme africain, dans sa tête, la femme doit être au foyer. Parce que nous avons connu des femmes, moi personnellement, j'ai travaillé pendant toute ma vie. Dès mon jeune âge, j'ai travaillé, je me suis mariée aussi, j'avais des enfants. Je faisais en sorte de concilier mon travail et mon foyer. Je rentrais toujours avant mon mari. Je faisais en sorte de faire la cuisine moi-même pour mon mari, malgré que je travaillais, malgré que j'avais domestique, je faisais en sorte de faire la lessive de mon mari moi-même, mais malgré ça, j'avais toujours connu un problème parce qu'il doit toujours chercher quelque chose pour te demander d'arrêter le travail. Avant, c'était non, les enfants sont encore petits, tu dois arrêter de travailler. J'avais arrêté de travailler, malgré que je faisais tout ça. Après, plus tard, ce sera, oh non, tu vois, ceci, cela. Bon, alors qu'au départ, moi, je suis une femme, moi, je pense que l'homme en soi, l'homme africain, ne laisse pas à la femme l'occasion de s'épanouir. Alors qu'il y a des femmes qui sont faites, qui aiment être femmes au foyer, mais il y en a cette catégorie comme nous autres qui aimons être actives dans la société. Alors là, souvent, on dit, moi j'ai même entendu les hommes dire, ah, basi amaye bakoka baninga kamakam, basi amaye kobala moi ça amaye mingiti, par exemple. Tu vois, donc c'est seulement, ce sont des principes. Je pense que c'est plutôt des préjugés qui sont déjà comme ça dans la tête de nos hommes africains, congolais, qui pensent que quand une femme concilie le foyer et une autre activité professionnelle, que ça ne va pas marcher. Alors qu'il y a beaucoup d'exemples où on trouve des femmes qui ont su concilier ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réconciliation dans l'esprit de l'homme africain noir ou congolais particulièrement, parce que je suis de la RDC, que donner à cette femme l'opportunité de se servir de son talent, de ses talents. Donc, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Georgette. Merci beaucoup, Madame Georgette. Et oui, c'est un point vraiment capital que vous venez de soulever, oui. Et cela veut dire qu'on doit apprendre à donner l'information à nos hommes, à les parler, à les faire comprendre que nous ne sommes pas là seulement pour la cuisine, mais nous avons des objectifs et il y a des femmes qui sont nées pour être dans la politique. Chacun de nous a une différente vision, donc qui est à eux de nous supporter. Je donne la parole à Madame Fergette Élise. Merci. Madame Élise. Oui. Oui, vous avez la parole. Oui, merci pour cette parole. Je suis Élise Pierrette du Cameroun. Je suis consultante en genre et par ailleurs coordonnatrice du réseau
national de l'économie sociale et solidaire de mon pays. Cette question m'intéresse beaucoup de savoir comment... Merci, merci. Ça a été un plaisir de vous écouter depuis. Et je voulais dire une chose, que moi, en étudiant, en travaillant sur le genre, la chose que j'ai retenue, c'est que nous vivons avec nos construits. Et tout ce qui est construit peut être déconstruit. Et on peut à nouveau reconstruire en fonction de nos objectifs. La question, à mon sens, c'est de savoir, rendu au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Quelle est la société que nous voulons? Nous voulons une société plus épanouissante. Nous voulons une société où les challenges mondiaux nous emmènent à nous dépasser. Donc, il faut déconstruire tous les préjugés qui ont fait croire pendant tout le temps que la femme seule est responsable de la réussite familiale et donc doit porter le poids de la famille. Au moment où on vient demander à cette même femme de regarder maintenant du côté de l'économie, de sortir de son rôle de reproduction et d'entrer aussi dans la production. Il y a un travail à faire qui doit être que il est temps que les hommes comprennent qu'ils doivent contribuer à la réussite familiale. La réussite de la famille ne peut pas continuer à ne reposer que sur la femme qui doit jouer de l'équilibrisme, toujours être à équilibrer. S'ils font des enfants, on fait les enfants avec des hommes, eux, ils ne se sentent pas responsables de l'éducation des enfants. Nous leur donnons une éducation, mais eux aussi, ils peuvent nous soulager d'une partie de cette éducation. Donc, si on prenait les choses ensemble, aussi bien les activités de reproduction que les activités de production, l'équilibre social serait plus juste. Et pour ma part, dans cette transformation que nous voulons faire, nous pouvons nous dire que nous devons essayer de changer les paradigmes qui sont ceux de notre société. Un changement accord à corps avec son partenaire, mais surtout aussi un changement collectif. Parce que parfois, si vous observez votre mari, votre partenaire, il a envie de vous suivre, de vous soutenir, comme disait un frère tout à l'heure. Il a compris la nécessité de soutenir sa femme. Mais pendant qu'il veut la soutenir, c'est toute sa famille qui se dresse contre lui. Et du coup, il se sent mal ou marginalisé et il veut se comporter comme socialement on attend qu'il se comporte. Et il se meurtrit même à l'intérieur de lui-même parce qu'en n'apportant pas à sa femme le soutien qu'elle attend de lui, il ne se sent pas confortable individuellement, mais il fait plaisir collectivement. Donc, nous avons des messages à passer autour de nous dans notre société pour que les hommes acceptent de partager les responsabilités familiales pour la réussite des femmes, aussi bien au niveau familial qu'au niveau économique et politique. Parce que c'est en libérant la femme qu'elle va y arriver et c'est pour le bien de tous. C'est ce que je voudrais apporter comme contribution. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Elisou. Nous vous remercions pour votre intervention et aussi nous remercions ceux qui ont intervenu. Nous allons donner la parole pour un dernier mot à Madame Caroline, Madame Edwige et Monsieur John. Si vous avez un dernier mot à nous dire avant que nous puissions donner le mot de la fin et la parole à Madame la Présidente. Merci. Merci, Madame Caroline, Madame Edwige et Monsieur John. On a besoin de votre mot de la fin afin que nous puissions remettre la parole à Madame la Présidente. Oui, moi je voudrais dire merci à Madame la Présidente pour cette belle opportunité qu'elle nous a donnée de parler justement de cet avenir qui est féminin. Parce qu'effectivement, je pense que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Et la femme africaine, elle a un rôle capital à jouer sur le continent. On a vu en Europe que c'est la femme qui
qui a précédé l'homme, ma foi, à plusieurs niveaux, et à favoriser le développement du continent occidental. Et donc, c'est à nous maintenant, femmes africaines, de prendre à bras le corps la problématique économique, la problématique politique, la problématique sociétale. Donc, je pense que nous devons vraiment nous emparer de tous ces sujets-là et casser justement cette phrase qui dit souvent que derrière un grand homme se trouve une femme. Et on pourrait aussi dire que derrière une grande femme se trouve un homme, des hommes qui donnent l'élan, des hommes qui aident justement la femme africaine à prendre des responsabilités, à prendre le pouvoir. Et donc, je pense que nous, en Afrique, on devrait dire que derrière une grande femme se trouve un grand homme. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Madame Caroline, Monsieur John, nous attendons votre dernier mot. Monsieur John, Madame Caroline. Oui, je voudrais remercier les organisatrices et organisateurs de cette réunion, surtout pour m'avoir invité à participer comme un homme. Vous savez, je viens de suivre de belles interventions venant du Cameroun de Madame Élise. En tout cas, Madame Élise, coup de chapeau, la façon que vous avez expliqué la réalité africaine de la relation vis-à-vis de l'homme et la femme. J'ai suivi l'intervention de la Côte d'Ivoire, les interventions de l'Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo. Et j'ai compris qu'il y a des femmes qui veulent bien amener le message de l'émancipation africaine à un très haut niveau pour que cela devienne une réalité. Et le Cameroun, c'était un grand pays où il y a beaucoup de penseurs dans l'histoire. La Côte d'Ivoire, une force africaine, l'Afrique du Sud comme la République démocratique du Congo. Vous pouvez voir que les femmes ont le même problème. Les femmes africaines ont le même problème. Et parce que les femmes africaines ont le même problème, les femmes africaines ont besoin de se réunir pour trouver la même solution. Même problème, même solution. Alors, cela ne peut arriver que lorsqu'il y a une structure qui met ensemble les femmes africaines, plutôt que des structures qui divisent les femmes africaines. Vous voyez, lorsque les femmes se mettent ensemble, lorsque les femmes marchent dans la même structure, lorsque la femme pose les mêmes questions, les femmes africaines auront les mêmes réponses et ce sont les mêmes réponses que les femmes vont poser aux hommes et que les hommes vont maintenant réviser leur façon de voir les choses pour revenir à la raison. Évidemment, beaucoup de pierres ont toujours été lancées aux hommes africains. Les hommes africains ne veulent pas changer. Les hommes africains nous oppriment. Les hommes africains veulent faire ceci, veulent faire cela. Mais ma question a toujours été, est-ce que vous amenez de vraies questions qui méritent les vraies réponses des hommes africains? Je pense que c'est une question que les femmes africaines elles-mêmes doivent faire l'introspection. Mais quand je vois les femmes du Cameroun, Côte d'Ivoire, de l'Afrique se réunir pour résoudre ces problèmes, ça m'encourage parce que quand vous travaillez ensemble, nous allons avoir des solutions réellement pour, ensemble avec les hommes, nous changeons l'avenir de la femme africaine. Je vous en remercie. Merci beaucoup, M. John. Madame Caroline, votre dernier mot, s'il vous plaît. OK, si Madame Caroline n'est pas là. Je suis là. Merci beaucoup pour cette belle initiative. Je pense que ça serait mieux de nous réunir souvent comme ça. Les femmes qui sont présentes aujourd'hui, nous devons nous donner l'objectif de sensibiliser d'autres femmes à participer toujours massivement à ces grandes rencontres parce que ça va nous permettre de comprendre les enjeux que nous avons et voir comment nous devons toujours savoir comment donner des pistes de solutions. Et surtout aux femmes leaders, aux femmes politiques,
de vraiment faire des plaidoyers au niveau, par exemple, de nos gouvernements, que nous puissions vraiment mettre en place des programmes pour la sensibilisation des femmes, aussi des programmes de formation, surtout en tant que Leading Women Africa. Je vous invite vraiment à accélérer dans le programme de formation des femmes. C'est vraiment très important parce que nous avons besoin aujourd'hui des femmes qui comprennent que nous sommes là pour apporter quelque chose, pour participer à la prise de décision de notre continent et surtout à contribuer au développement économique de notre continent. Donc, vous avez un devoir en tant que plateforme de continuer avec ce genre de rencontres et nous qui ont pu avoir la chance d'y participer, que nous puissions aussi prendre l'engagement de sensibiliser d'autres femmes au cours de prochaines rencontres, que nous puissions vraiment avoir un grand nombre de femmes participer pour que nous puissions vraiment diffuser l'information et prendre conscience de ce que nous représentons et de ce que nous devons faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, les bonnes choses ne durent jamais, malheureusement, sinon qu'on devrait vraiment rester ici, là, parce que le thème est tellement bon et tellement avantageux qu'on a envie d'y rester, mais on ne peut pas. Je redonne la parole à Madame la Présidente, Madame Madeleine, pour le mot de clôture. Merci à tous ceux qui ont participé et on va continuer à diffuser l'information afin que la prochaine session, en tout cas, que les femmes puissent être nombreuses dans ce programme. Merci beaucoup. À vous la parole, Madame la Présidente. Merci. Wow, merci encore. Merci pour tout le monde. Et bienvenue encore à tout le monde. Je sais, il y a d'autres, je vois sur le chat là, de Kalemi, de partout. En tout cas, vous êtes les bienvenus et merci pour nous avoir rejoints. Là, je vais juste, pratiquement juste donner le highlight de ces discussions que nous avons eues pour que nous puissions sortir avec une idée de ce qui a été discuté et que nous puissions y réfléchir. Madame Caroline, merci pour l'encouragement. Merci aussi pour avoir encouragé les autres que prochainement, que nous puissions avoir un grand monde. Et je peux vous dire, en ce qui concerne l'enregistrement est long. Il y a au moins 70 personnes qui ont enregistré, mais je pense que le problème, c'est toujours les gens enregistrent, mais pour joindre, ils ont peut-être d'autres activités. Nous allons aussi voir peut-être le temps, c'est peut-être le temps qui n'est pas propice pour tout le monde. Vendredi, ou peut-être on peut pousser un peu l'heure au lieu de commencer à 16h heure d'Afrique du Sud ou 16h30 heure d'Afrique du Sud. On peut commencer un peu tard, même à 17h, de 17h à 19h, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, l'enregistrement était bon, les gens ont enregistré de partout. Et c'est peut-être leur, par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, nous sommes à 2 heures de différence, donc 16h30 en Afrique du Sud, c'est 14h30 là-bas, peut-être ils sont encore au travail, dans les activités. Donc là, ce sont des choses qu'on va essayer de voir prochainement. Avec la session d'octobre, on va essayer de voir si on peut changer d'heure pour donner l'occasion à tout le monde de participer. À part ça, je pense que ce qui est très important, c'est ce qui a été négocié, ce qui a été discuté. Là, je suis en train juste de lire mes notes de ce qui a été pratiquement les points focaux de cette discussion et que je veux que nous puissions aller à la maison avec pour y réfléchir, que ça ne soit pas seulement juste une réunion, qu'on a participé à une réunion et tout ça, mais qu'est-ce que vous avez discuté, quels sont les points d'action que nous pouvons avoir. Donc, laisse-moi commencer d'abord avec Madame Caroline. Madame Caroline a bien dit, des fois, nous, les femmes, nous ne capitalisons pas sur le programme de l'émancipation de la femme qui sont mis sur place.
Elle a donné l'exemple de temps de Mobutu, qui avait en RDC, là où il y avait un programme spécifique d'émancipation. Mais elle a bien dit, les femmes n'ont pas capitalisé. Ça, c'est très important. Mesdames, aujourd'hui, nous avons tellement de plateformes d'émancipation de la femme, mais est-ce que nous sommes en train de capitaliser? Ou bien nous continuons toujours d'écrire, on ne nous aide pas, on nous fait ceci, on nous fait cela, tandis qu'il y a de lois qui nous sont favorables. Est-ce que nous connaissons même ces lois-là? Est-ce que nous les utilisons? Est-ce que nous défendons nos droits par rapport aux programmes, aux frameworks qui existent déjà? C'est là où Mme Caroline parlait de nous devons savoir capitaliser sur les programmes qui sont déjà là. Dans tout le pays, que ce soit anglophone, que ce soit francophone, les programmes, l'Union africaine a des programmes pour les femmes, les Nations unies ont des programmes pour les femmes, il y a même ONU Femmes. Dans chaque pays, beaucoup de pays ont ratifié tous ces mécanismes internationaux pour que chaque pays puisse maintenant implémenter cela dans chaque pays. Donc, pour le moment, il n'y a pas seulement les hommes que nous allons blâmer, mais il y a aussi nous-mêmes. Commençons déjà à nous examiner et de dire, est-ce que nous capitalisons sur les programmes qui sont sur place? Et là, s'il faut parler de comment capitaliser sur ça, il y a tellement de mouvements de femmes, tellement des organisations de femmes. Et c'est à nous tous de se dire, il y a des mouvements de femmes qui font, d'autres qui sont focalisés sur le gender-based violence, ou la violence faite aux femmes. Il y a d'autres qui sont focalisés sur l'émancipation économique. Il y a d'autres qui sont focalisés sur l'émancipation au niveau du travail. Donc, tout ça, c'est pour que nous puissions nous donner la force et voir. Madame Edwige a parlé de les femmes doivent s'engager dans la politique. Et je pense que ça, c'est acquis. Puisque si nous ne sommes pas assis sur la table de décision, tout le monde va décider pour nous. Tout le monde va décider pour nous. Et c'est ce que M. John a dit. Nous devons passer à l'histoire de se dire, laisser le décideur de se dire, qu'est-ce que nous allons faire pour les femmes? Oh, le pauvre femme, qu'est-ce qu'on va faire pour elle et tout ça. Il est temps que nous puissions faire comprendre à nos leaders qu'ils doivent maintenant commencer à penser, qu'est-ce que nous allons faire avec les femmes? Pas pour les femmes, mais ça démontre que nous-mêmes, les femmes, que nous puissions être bien organisés pour que nous puissions vraiment faire face, pour que nous puissions vraiment engager nos leaders et de se dire non, 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 non. Rien pour les femmes sans la femme. Et je pense que c'est un slogan qui est public, mais est-ce que nous pratiquons cela? Un autre point très important que M. Ouattara a ajouté. Monsieur, en tout cas, ça, c'est vraiment très capital et je pense que nous avons beaucoup engagé sur ça. Cet après-midi, c'est comment gérer les foyers, les politiques et le travail. Et je pense beaucoup de femmes, c'est vraiment ta question qui a poussé vraiment le femme dans cette réunion-ci à participer, à se dire, ça c'est un problème qui nous touche tous. Toutes, puisque nous sommes toujours accusés de ceci et de cela. Et les interventions même de nos femmes, c'est vraiment encourageant de savoir que Madame Nendaka a parlé de nous devons aimer le foyer et le boulot, puisque si nous n'aimons pas les deux, nous allons œuvrer dans un déséquilibre, ce qui n'est pas bien. Donc, elle a parlé de comment si la femme se focalise beaucoup plus sur son travail et négliger la famille, vous pouvez avoir des enfants délinquants et tout ça. Et nous savons que l'avenir de demain, c'est notre jeunesse. Donc, nous avons discuté des points très importants. Un autre point très, très important que Mme Caroline a levé, c'est le point des rivalités. Les points des rivalités. Je sais que c'est un point que nous n'allons pas résoudre ça de nous-mêmes en tant que femmes. Il faut aussi que les hommes puissent s'y impliquer. Mais elle a dit, il y a aussi une responsabilité de femmes. C'est vrai, les hommes, ils nous rivalisent. OK?
dans leur système de chercher le plaisir, de chercher à avoir autant de femmes et tout ça. Et maintenant, quand une femme connaît que telle femme sort avec mon mari, même si cette femme-là a un bon programme de développement, les autres femmes ne vont pas la supporter. Et Madame Caroline nous a interpellés, de se dire, c'est vrai, les hommes ont leurs responsabilités, mais nous aussi, les femmes, nous avons notre responsabilité, de se dire, n'acceptons pas que nous puissions être utilisés par les hommes pour nous diviser, pour continuer à nous diviser pour régner. Puisque le plus les femmes se divisent, le plus l'homme continue à gagner le pouvoir. Le plus, quand il y a des élections, on n'est pas intéressé de choisir une femme. Ah, puisque telle, non, je connais, elle a fait ceci, elle est sortie avec le mari de l'autre, et il y a toujours des mobilisations comme ça. Donc, Madame Caroline nous a responsabilisés, nous en tant que femmes ici présentes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions vraiment éliminer ou essayer de réduire cet esprit de rivalité qui est souvent planté par l'homme et éliminer ces stéréotypes. Un dernier point était lancé par Madame Georgette du Cameroun qui a donné aussi la responsabilité aux hommes, de se dire que les hommes doivent partager la responsabilité avec les femmes. Et ça, c'est très important. En tout cas, prochainement, je pense, mesdames, invitons les hommes dans nos réunions pour qu'elles puissent savoir que nous ne sommes pas seulement en train de discuter les problèmes de femmes, mais des fois, il y a des sujets qui les concernent aussi. Ils doivent nous aider. Donc, de tel point, nous comptons qu'au fur et à mesure, les hommes qui sont ici, mobiliser les autres hommes prochainement à participer avec nous pour que nous puissions continuer de chercher des solutions aux problèmes africains. Puisque à tous les niveaux des institutions, tout le monde est en train de chercher des solutions, des solutions africaines aux problèmes africains. Et aussi pour nous, nous sommes en train de chercher des solutions aux problèmes de femmes africaines pour que nous puissions avancer. Puisque ce sont de petites choses comme ça qui nous freinent. Quand nous sommes rivalisés, nous acceptons d'être rivalisés. Madame Caroline a parlé même de comment éduquer les jeunes filles, de ne pas se laisser faire. C'est vrai, elle a bien mentionné, il y a le problème de pauvreté. Comme il n'y a pas de subventions pour les jeunes et tout ça, alors elles doivent chercher à survenir à leurs besoins. C'est ainsi qu'elles cherchent des hommes passés par là pour essayer de subvenir à leurs besoins. Mais avec l'éducation, peut-être nous pouvons conscientiser les femmes. Et en conclusion, je pense tout le monde a dit, il y a moyen, il y a aussi, je pense que Madame Georgette toujours, ou quelqu'un d'autre a parlé de comment les hommes doivent se réconcilier avec eux-mêmes. Puisque le problème, de fois, n'est pas la femme. Parce que quand on croit que le problème dans le foyer ou dans la famille, c'est la femme, puisque la femme travaille, de fois, le problème n'est pas la femme. On a parlé que les hommes, peut-être, doivent apprendre à se réconcilier eux-mêmes. Ils doivent apprendre à se dire, à accepter qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas nécessairement appelées à être temps plein à la cuisine. Et ils font le temps plein, mais aussi ils font à ce qu'ils puissent contribuer à leur famille, mais aussi qu'ils puissent contribuer à la société tout entière. Alors, et les hommes doivent aussi apprendre à se réconcilier et à comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être temps plein à la cuisine. Donc, nous devons tous prendre des responsabilités. Voilà un peu ce qui a été discuté aujourd'hui. Et je veux juste rappeler à tout le monde, les discussions que nous faisons ici doivent être pratiques. Quand nous rentrons chez nous, après que nous ayons fini cette réunion, qu'est-ce que nous allons faire? Partager avec les autres, comme Madame Caroline nous a intéressés.
Partageons avec les autres, partageons avec celles qui n'ont pas aidé ici. Ces réunions-ci sont mensuelles. OK? Nous, je pense, Madame Viviane va vous donner la date de la prochaine réunion en octobre. Mobilisez pour que les invitations seront là, peut-être une semaine avant la session d'octobre. Comme ça, mobilisez tout le monde pour que nous puissions être ensemble, comme on dit toujours. Et je veux parler maintenant, pour conclure, un peu de Leading Women of Africa. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment le but de Leading Women of Africa. Nous sommes une plateforme qui est basée en Afrique du Sud, mais qui a une vision panafricaine. Okay? Donc, la vision, c'est d'unir les femmes africaines, que nous puissions collaborer, que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions voir comment nous pouvons contribuer au développement de notre continent, puisque personne d'autre viendra le faire pour nous. Et comme nous tous ici, nous avons bien identifier que la femme est au centre du développement, commençant par le développement familial, développement de la communauté, du pays et même de ces continents. Et quelqu'un a même dit dans cette réunion que quand la femme sera mise au centre, quand la femme réalisera son rôle dans le développement de ce pays-ci, l'Afrique ne sera plus jamais le même. Voilà les rôles de Leading Women of Africa. Nous avons de programmes. Nous sommes d'abord une entreprise sociale, dont nous sommes une compagnie, une entreprise sociale qui a un axe est basé sur le réseau. Nous avons un réseau de femmes d'affaires et professionnelles. Donc, vous pouvez nous joindre, vous allez recevoir l'invitation pour joindre les réseaux, c'est gratuit. Donc là, c'est là où nous organisons toutes ces rencontres aussi pour voir dans quelle mesure nous pouvons rester unis et comprendre les dynamiques de ce qui se passe en Afrique. Ça, c'est très important. Et étant basé en Afrique du Sud, nous avons été toujours interpellés. Vous vous focalisez sur l'Afrique anglophone et vous avez oublié l'Afrique francophone. Voilà, nous sommes là. Leading Women de l'Afrique francophone est déjà là, donc mobiliser toutes les femmes d'Afrique pour que nous puissions travailler ensemble. Le deuxième axe de notre compagnie, c'est que nous avons une compagnie d'investissement. La compagnie d'investissement, c'est là où aussi nous nous focalisons à amener les femmes d'affaires ensemble pour que nous puissions faire les affaires ensemble. Où sont les opportunités d'affaires? Au Cameroun, en Côte d'Ivoire et tout ça, en RDC, au Congo-Brazzaville, s'il y a des opportunités d'affaires, nous serons intéressés de discuter avec vous. Madame Viviane va aussi vous donner la date de la réunion B2B qui sera aussi en octobre. Elle va vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Dans la réunion B2B, c'est seulement les affaires. Amenez les opportunités. Si vous cherchez les opportunités d'affaires, si vous cherchez un partenaire d'affaires, venez. Dans ces réunions-là, c'est là où nous parlons seulement affaires. Okay? L'autre angle ou l'autre axe de Leading Women of Africa, c'est que nous sommes dans l'éducation. Nous avons un institut de leadership, LWA Institute, qui est là pratiquement pour les formations. Et d'abord, LWA Institute travaille en collaboration. Nous sommes partenaires avec Little Step College, qui est pratiquement un institut supérieur ici sur place et qui est géré par Madame Viviane que vous voyez là-bas. Peut-être elle aura le temps, même aujourd'hui, seulement de parler un peu de Little Step College, puisque ça va vous intéresser aussi de voir que si vous avez des enfants qui veulent étudier, ne les envoyez pas ailleurs. Nous avons un institut qui va vraiment travailler pour les enfants surtout au niveau universitaire, puisque c'est un institut supérieur et que nous travaillons. Et LWA travaille en collaboration, en partenariat même avec Little Step College et Madame Viviane va partager avec vous. Voilà un peu l'ensemble de Leading Women of Africa. C'est pour que nous puissions avancer notre continent. Je pense que j'ai expliqué un peu. Si vous aurez des questions, vous allez le poser. Je rends la parole à Madame Viviane pour clôturer
avec les dates des prochaines réunions et peut-être aussi introduire le programme d'éducation que nous avons. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Et comme elle a su le dire tout à l'heure, nous sommes en train de prêcher l'union entre les femmes, comment collaborer, comment travailler ensemble. Et nous avons déjà commencé parce que Madame la Présidente, on travaille en partenariat. Donc, nous sommes ensemble à Little Steps College. Et je voudrais donner d'abord la date de notre prochaine session et aussi la date du B2B. Oui, le B2B, comme l'a dit Madame la Présidente, on est focus sur le business. Ça, c'est strictement sur l'entrepreneuriat, les opportunités d'affaires. Nous avons des entrepreneurs qui sont dans des différents pays et qui veulent bénéficier quelque chose de l'autre côté de l'Afrique. L'Afrique a beaucoup à offrir, mais sauf que chaque Africain a l'impression d'être limité dans son pays, alors que tout Africain doit avoir la possibilité de bénéficier de quelque chose dans un autre pays, car le continent nous appartient à nous tous. Si nous voulons développer notre continent, ça veut dire que nous devons encourager les échanges interafricains. Nous devons encourager l'entrepreneuriat dans l'Afrique, l'échange de l'entrepreneuriat dans l'Afrique d'abord. Nous ne rejetons pas l'Occident parce qu'on a besoin de travailler aussi avec eux, mais ça commence d'abord par nous-mêmes. Parce que généralement, en tant qu'Africains, on a toujours tendance à attendre que l'Occident puisse venir nous aider, que l'Occident puisse venir acheter pendant qu'eux-mêmes, ils sont en train de venir chercher chez nous. Donc, qui est à nous de commencer d'abord à développer dans le continent ce qu'il n'y a pas au Cameroun, qui peut exister au Congo. Comment je peux faire pour échanger entre le Congo et le Cameroun? Comment je peux faire pour échanger entre le Gabon et la Centrafrique? C'est ce que nous devons commencer à faire pour élever d'abord le continent et après voir comment le continent peut exporter dans d'autres continents maintenant. Notre date prochaine du B2B, ça sera le jeudi 7 octobre de 14h à 18h. Nous vous prions vraiment de vous joindre à nous, les femmes, les hommes et encore, surtout encore les femmes. On est en train de parler sur les femmes ici, là, sur l'entrepreneuriat. Il ne faudrait pas aussi que nous, les femmes, nous puissions rejeter tout sur les hommes, que nous puissions nous lever, aussi montrer notre propre volonté, notre motivation dans ce que nous sommes en train de chercher à combattre. Parce qu'il y a d'autres personnes, les opportunités sont là. Mais ils vont toujours donner les raisons. OK, tu sais, mon mari, tout. Fais d'abord le premier pas et tu vas voir, ton mari va comprendre peut-être, voilà la destinée de ma femme, alors je dois la soutenir. Et notre prochain programme du futur 15 octobre. Et nous vous demandons vraiment de propager la nouvelle, d'inviter les gens, d'en parler, afin que la prochaine session, en tout cas, que tous ceux qui n'ont pas été avec nous puissent être là. Donner le message, partager le message, afin que nous puissions arriver au but pour lequel nous sommes en train de nous battre ici, là. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont donné leur contribution. Vraiment, parlez-en dehors afin que les gens puissent être informés. Parce que tant que les gens ne sont pas informés, ils ne sauront jamais ce qui est en train de se passer dans le monde et ce qui est en train de se passer autour des femmes. Nous avons cette plateforme qui est là pour nous aider. Little Steps College est basé à Cape Town, pratiquement, plus précisément au centre de la ville de Cape Town, et nous évoluons dans la gestion financière et la langue. Nous avons aussi d'autres filières de short cost, donc à courte durée, que toute personne peut faire une formation, que vous soyez déjà en train de travailler, que vous soyez que vous n'avez pas encore travaillé, vous venez de l'université, vous êtes la bienvenue de nous contacter ou de contacter Madame Caroline
pour avoir plus d'informations, parce que si on continue à donner tous les programmes, je pense qu'on ne va pas finir maintenant. Mais vous avez votre institut, Little Steps College, en partenariat avec l'institut de LWA. Nous sommes là à Cape Town, en Afrique du Sud, pour recevoir vos enfants, leur former pour qu'ils puissent avoir un futur meilleur. Nos formations sont internationales. Ils peuvent étudier partout. Donc, après avoir finalisé avec nos programmes. Pour vos enfants qui ont eu le bac, qui veulent poursuivre leurs études en Afrique du Sud, ne cherchez pas ailleurs. Nous sommes déjà là. Et c'est là où ça va commencer ce que nous sommes en train de combattre. Que la femme puisse supporter le business de l'autre femme. Ça commence par nous-mêmes avant que les hommes puissent nous aider. Je vous remercie beaucoup et je compte vraiment vous revoir dans le prochain programme et dans le programme de B2B afin qu'on puisse partager les opportunités d'affaires ensemble. Merci beaucoup à tout le monde et on va se retrouver prochainement. Merci beaucoup. Au revoir. Je pense là, Madame Viviane, attends, j'arrête d'abord.